Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 23 mars 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. J'espère que vous avez passé une belle semaine, surtout dans ce qui est de l'actualité sportive. Certainement, à ce temps-ci de l'année, on n'en manque pas, que ce soit avec le baseball qui commence, les signatures au football qui continuent de plus belle, le hockey des séries, surtout où on est en ce moment au Québec, à Montréal, ça jase que de ça et ben d'autres choses en plus de la Formule 1 qui a commencé et d'autres aventures de la sorte. Comme à l'habitude, le trio composé de Félix Forget, Pierre-Olivier Poulain et moi-même, Emilio Constanza, à l'animation. Les boys, j'ai envie de commencer sur une petite affaire assez, j'aimerais pas dire cocasse, mais étrange, tu sais. Dans le cadre d'un cours à l'école, il fallait que je lise un livre parmi une liste de, honnêtement, j'aimerais dire une 50aine de livres. Le prof, il disait « Ah, je les ai toutes lues. C'est correct, choisissez le que vous voulez, je les ai toutes lues. » Puis, il disait de 1 à 1. Puis là, je ne vais pas vous mentir que j'étais semi-concentré. Et puis là, il dit ce livre-là qui s'appelle « Le combat du siècle », que j'ai juste ici pour les gens qui écoutent la vidéo YouTube, de Normand Maillet. Il dit « Ah, pour les amateurs de journalisme sportif. » Je fais « Oh! » C'est moi, ça. Surtout la switch. La flip. Non, mais tu sais, quand tu zones out un peu dans un cours, puis là, tu vas juste entendre quelque chose qui te replonge dedans. Puis, tu sais, en plus, c'est que c'est un cours d'information internationale, tu sais. Puis là, moi, en plus, ben, ça donne que j'aime bien tout ce qui est Mohamed Ali. Puis, encore une fois, les gens qui sont sur YouTube peuvent voir que j'ai une photo très iconique de la carrière de Mohamed Ali, soit son deuxième combat contre Sonny Liston, qui l'a knock-out dans de la première minute du premier round. Bref, donc le combat du siècle qui parlait un peu de son retour dans le monde de la boxe à 32 ans. Et c'était le combat Rumble in the Jungle qui se donnait en République démocratique du Congo. Dans le temps, ça s'appelait le Zaïre. Et c'était contre un certain George Foreman, qui était alors un nouvel arrivé du monde de la boxe. Jeune, fougueux sur le ring, mais surtout très calme. Puis c'est tout ça. Excellent livre que je recommande, soit dit en passant. Puis, asti, on apprend vendredi soir que George Foreman est décédé. Tu sais, c'est des affaires d'un, tu te dis, comment est-ce que la vie fonctionne? Bro finit de lire le livre, le gars meurt le lendemain. Je suis genre, je veux pas dire que c'est de ta faute, mais c'est de ta faute. Je le dis. Puis, tu sais, je suis loin d'être. Tu sais, j'ai tout ça, mais je suis pas un énorme amateur de boxe. Mais, tu sais, moi, j'apprécie tout ce qui est histoire, j'apprécie genre du leg, puis, tu sais, l'impact culturel de ces événements-là. Puis là, il y a ça qui se lance, puis je fais comme, damn. Sucks. Coïncidence, man. Ah, pour vrai, c'est fou comment ça fonctionne. Pour rester sur le petit sujet international, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, les boys, on avait aussi, comme j'ai dit en ouverture, que la Formule 1 était commencée. Puis, Félix, toi qui as le meilleur horaire de sommeil du Québec, ça a juste à donner que tu as été capable de regarder le Grand Prix de Chine. Ah, man, c'est Grand Prix. Australie, tu sais, c'est pas pire. C'est genre à minuit, 1h. Tu sais, ça finit à genre 2h30, 3h. C'est pas trop pire. La Chine, c'est une autre game parce que ça commence à 3h du matin ici. Puis ça finit vers 4h30 pour le niveau de la course. Là. Ça te fait ça tombe à vraiment une drôle d'heure ici. Puis sérieusement, j'ai vraiment été chanceux en fin de semaine de tomber là-dessus. Ça a été un deuxième, tu sais, un peu moins spectaculaire que le premier. Un peu moins chaotique, en tout cas, que le premier Grand Prix en Australie. Mais encore une domination de McLaren. Les Ferrari qui ont été disqualifiés, ça a été quand même une grosse histoire. Et aussi, Liam Lawson avec Red Bull qui continue d'en arracher de façon spectaculaire. Ça fait 2 courses. Puis on pense déjà à le remplacer chez Red Bull comme deuxième. Il a enlevé son siège de deuxième pilote. Ça brasse déjà. Puis si tu regardes, ça se demandait si tu enlèves Max Verstappen de cette voiture-là.
ils sont où Red Bull? C'est à quel point c'est lui qui tire ça vers l'eau parce que la voiture a vraiment pas l'air de fonctionner en ce moment. George Russell qui s'est fait un peu oublier troisième a coursé ça sans problème. Puis les recrues qui ont rebondi après une première fin de semaine assez difficile. Des Oli Berman, par exemple, qui a une bonne course, Kimi Antonelli aussi, qui n'a pas été nécessairement livré par rapport aux attentes de la Mercedes, mais qui a quand même pas une vilaine course. Ça a été une course assez intéressante à ce niveau-là, moins chaotique. Ceux qui aiment un peu plus la démolition et le chaos ont un peu moins été servis qu'en Australie la semaine passée, mais cette saison-là va être super intéressante à suivre en Formule 1. Puis je pense qu'on a encore vu cette semaine une course qui était peut-être un peu plus plate, a quand même été intéressante à suivre. Lando Norris qui était au deuxième rang tout le long de la course, qui, dans les 2 derniers tours, ses freins le lâchent complètement. George Russell qui est à 7 secondes, qui le rattrape, puis qui se ramasse à 1 seconde de lui, qui n'aura pas le temps de le rattraper finalement. Mais cette course-là était un tour de plus. C'est George Russell qui est au deuxième marche du podium. Mais c'est une course quand même qui est super intéressante, puis j'ai hâte de voir la suite de cette saison-là. Et j'ai hâte de voir ce qu'attend Liam Lawson dans les prochaines années. Fait que là, tu es en train de me dire que Red Bull, on est à peu près comme l'époque de Marc Bergevin chez le Canadien. À la minute qu'une recrue fait une erreur, on le calisse dehors. Écoute, Red Bull n'a pas la réputation d'être très patient. Fait que si tu réponds pas aux attentes, tu te fais sortir. On l'a fait avec Gasly, on l'a fait avec Albon. Perez, on a attendu un petit peu plus longtemps parce que c'est un vétéran, on l'a tassé, on a amené Lawson. Est-ce qu'on va encore tasser un deuxième pilote derrière le numéro 1? Possible, ça va être à surveiller. Fantastique dans tout ça. Puis, les gars, moi, je suis bien content parce que c'est une période de l'année qui est très spéciale, la mi-mars, surtout pour tout amateur de basketball. Puis, honnêtement, je vous mentirai pas que durant la saison régulière, je regarde pas beaucoup le basketball universitaire américain. Il y a tellement de choses qui se passent entre la NBA, le football, les séries au baseball, le hockey qui commence de plus belle aussi. Ça fait que, incidentellement, le basketball universitaire de la NCAA prend un petit peu le bord. Puis, sans oublier aussi, le football universitaire qui est un monstre en soi aussi, on va se le dire. Mais il n'y a rien qui m'apporte autant de joie que le tournoi du March Madness qui, année après année, c'est tellement un tournoi excitant parce que par rapport à tous les autres tournois de football, de baseball, on va dire, de basket puis de hockey, qui ont tous des formules assez similaires en matière de tournois, le March Madness fait différemment et emprunte du football en faisant des matchs de barrage. Ou en sorte, c'est un match, tu le perds, t'es out. Tu le gagnes, fantastique, tu passes au prochain adversaire. Puis ça donne tellement des belles histoires, des écoles qui réussissent à rentrer par la porte d'en arrière dans ce tournoi-là. Puis on va avoir un cas qu'on va parler un petit peu plus tard là-dedans. Mais tout ça pour dire que pour la première fois en 3 ans, ça sera une autre école que UConn ou l'Université du Connecticut qui va remporter le côté masculin. UConn qui, sans dire qu'ils ont un mauvais programme masculin, eux autres, leur beurre, leur pain et leur beurre, c'est le côté féminin. My God, de loin, là, tu sais, quand ça fait genre, je ne sais plus même combien de championnats ils ont remporté consécutivement, mais pour la première fois... Il y avait comme une séquence de genre 60 matchs de suite gagnés, puis de quelque chose de même, là. Un affaire de même, mais c'est fou comment ils dominent au féminin depuis si longtemps. Mais au masculin, tu sais, on a eu... Sans dire nécessairement des surprises, ça a été des bons clubs mais, qui ont remporté les 2 dernières saisons. Puis, cette fois-ci, ils ont été éliminés. Et ça s'est donné dans un match tellement excitant en plus de ça, les gars. Puis, on jasait aussi avec nos amis d'Alley-Oop, puis Dan Hurley, qui est l'entraîneur-chef de la formation masculine, était du moins en phase de recrutement avec les Lakers de Los Angeles l'été dernier. Puis là, il y en a qui disent comme, imagine refuser d'aller entraîner les Lakers pour être éliminé au 2e tour du March Madness. Puis tu sais, on voit comment les Lakers ça se passe en ce moment, puis on est comme, tu sais quoi? Je pense que les Lakers sont contents aussi en ce moment, si on considère comment les choses se passent, là. Ouais, mais je me mets à la place du gars. Est-ce que tu veux vraiment entraîner LeBron James si t'es pas déjà un ami de LeBron James? C'est ça qui se passe. Je suis conscient que la décision a l'air tough,
genre inside tout le temps 2020, là, mais regarde ça, t'es genre, veux-tu vraiment être le coach que LeBron James va pitcher sur l'autobus à la première occasion que ça se passe pas bien? À moins que tu sois déjà un ami proche comme JJ Redick. Puis tu vois, c'est pour ça que ça se passe bien. Bref, ça s'est donné dans un excellent match contre les Gators de Florida, qui était un des meilleurs clubs cette année. En fait, qui tenait une première place dans leur conférence, la meilleure attaque probablement du basketball collégial. C'était super excitant. Mais pendant ce temps-là, le féminin commençait aussi. Puis, oh my God, j'ai parlé à quel point le féminin, c'est dangereux. Puis, justement, cette formation-là, on a Paige Bueckers qui va être l'une des meilleures espoirs de la WNBA pour la saison qui s'en vient. Leur premier match, les boys, elles l'ont emporté. Puis aussi, là, elles sont deuxièmes dans leur conférence, pas première, ce qui veut dire qu'elles ne se retrouvent pas contre la pire équipe nécessairement, une équipe de Arkansas State. C'était un 2-15, là. C'était pas un 16, là. C'était un 2-15. C'était un 2-15 contre Arkansas State qui a terminé 21-11 leur saison. Donc, c'est pas... En soi, pour te qualifier, il faut quand même que tu sois une bonne équipe. Elles l'ont emporté 103-34. C'est pas pressé. Honnêtement, c'est un statement, comme on dit. Là, c'est 103-34, c'est 70 points. Là. 69, c'est. Aïe aïe. Okay, aïe aïe. La vraie question que je me pose, c'est sur les sites de betting, c'était quoi le spread avant la game? Je pense pas que c'était 69 points. Genre UConn moins 72, quelque chose de même. Honnêtement, je comprends pas, là. Puis, tu sais, même, justement, je parle d'à quel point Paige Bueckers, c'est la meilleure chose inventée depuis le pain tranché, ou dans ce cas-ci, Caitlin Clark en basketball féminin. Mais même elle n'a pas été dominante, là. Ça a été une petite récolte de 11 points puis 4 passes décisives dans le match. Les gars, question quiz sur le over-under. Quel a été le plus haut score par une joueuse d'Arkansas State? Je vous donne le over-under. 6 points. Plus haut nombre de points pour une joueuse? Ouais. Over ou under? Under, je pense qu'il n'y a personne qui est plus que 5. Pop? Je ris tellement s'il y a genre, tu me dis, il y a une joueuse qui a fait genre 20 points dans la défaite. Si tu me dis, je pars à rire. Je dis l'over, j'aimerais juste ça. L'over a effectivement été atteint par deux joueuses, en fait, puis c'est les deux gardes. Fait que Winter Rogers et Kristen Rose, qui respectivement ont eu 6 et 7 points. Ce sont les plus hauts totaux atteints par l'équipe féminine d'Arkansas State. Wow! Il ne faut pas oublier, quand tu perds, ta saison est terminée. Fait qu'imagine finir ta saison de même, là. Un stinker. C'est rough. Puis juste rappeler que LeBron James a fait 10 points à chaque match depuis après 2011. Fait que juste pour donner, là, il n'y a personne dans cette équipe-là qui a fait 10 points. Pendant ça, LeBron James fait 10 points, a fait au moins 10 points à chacun de ses matchs depuis 2011. Ça donne quand même une... Je sais que LeBron James, c'est une exception, là, mais c'est quelque chose. My God. Fait que back in business de retour pour peut-être aller remporter, qui sait, un énième championnat. Parmi les autres trucs que j'ai remarqué aussi, c'est finalement l'entrée en scène. On savait pas trop s'il allait jouer pendant ce tournoi-là, mais l'espoir de la NBA qui va vraisemblablement être repêché premier au total. Cooper Flagg avec Duke, qui sont une fois de plus l'un des gros clubs et l'une des grosses écoles dans ce tournoi-là. Puis sans dire que Duke avait des mauvaises équipes, Duke ont toujours des bonnes équipes, là. Mais cette année, honnêtement, je regarde la chose, puis ils ont une chance, ils sont dangereux, mais surtout, ils sont dominants, puis ils gagnent leur match de façon décisive. Bien sûr, là, on parle seulement du premier et du deuxième tour. Les boys, la dernière fois que Duke a remporté un championnat, c'était il y a 10 ans, en 2015. Et j'ai gardé très, très, très proche de moi et secrètement cet alignement-là, juste pour voir à quel point est-ce qu'on se sent déjà vieux. Félix, 2015, c'est une année assez spéciale parce que c'est l'année du repêchage de la NBA qui a mis en vedette notamment Karl-Anthony Towns repêché au premier rang. Et non loin de ça, D'Angelo Russell qui a porté l'uniforme des Timberwolves du Minnesota. Les gars, quelques noms sur cette équipe-là que vous aurez déjà entendu et que vous allez vous dire « Wow, on est rendu vieux ».
Semi Ojeleye. Grayson Allen. Ouh! Oh, Grayson Allen était là, ben oui. Grayson Allen. De loin, le gars le plus détesté de la NBA. Tyus Man. Jones. Fuck. Mais Timberwolves Legend, Tyus Jones, d'ailleurs. Quinn Cook. Oh, man. T'es cool avec Warriors, lui. Là, on va parler de gros espoirs de ce repêchage-là. Jahlil Okafor. Wow. Oh mon Dieu. Et le dernier pour une fameuse transaction qui n'est jamais arrivée avec les Celtics de Boston, Justice Winslow. Oh oui, avec le Heat, Justice Winslow, et c'est... Wow. Pour vous donner un peu de mais contexte je pensais qu'Okafor était déjà parti en 2015. Non, ben non, Ah, parce que un justement... an avant. Ben, c'est parce que c'est la saison 2014-2015. Fait que... Dans ma tête, t'es au repêchage 2014, mais c'est vrai, t'es dans le repêchage de 4, t'as raison. Puis c'est fou parce que là, pour juste donner un peu de contexte pour Justice Winslow, je parle d'une fameuse transaction avec les Celtics. Danny Ainge, qui est l'une des grosses têtes dirigeantes de la NBA, qui a construit les Celtics de Boston qu'on connaît présentement en leur presque totalité, ou du moins qui a été l'architecte des transactions qui ont permis non seulement de shipper les vieux joueurs de l'équipe, là, les Kevin Garnett, Jason Terry, Paul Pierce, et voilà, Ray Allen et compagnie pour éventuellement repêcher Jason Tatum et Jaylen Brown. Et il y a une transaction qui est Justice Winslow, ça se peut que certains fans de basketball aujourd'hui ne connaissent aucunement ce nom-là. Justice Winslow était extrêmement prometteur en sortant du basket universitaire, au point même où Danny Ainge avait vraisemblablement mis en place comme l'échange qui ne pouvait être refusé pour citer The Godfather. Il allait avoir tellement... Et, mon Dieu, les modalités de cet échange-là, aujourd'hui, les Celtics n'auraient peut-être pas un championnat si ça se serait fait. À quel point on aurait envoyé du stock à Miami pour aller chercher Justice Winslow et on se retrouve 10 ans plus tard et Justice Winslow n'est plus en NBA. C'est des fois les meilleurs échanges que tu fais pas. Puis c'est aussi simple que ça. Mais finalement, je pense qu'on a choisi le bon allié en sortant de Duke pour les Celtics qui, 3 ans après, ont pris Jason Tatum, je pense qu'il s'appelle. Pas mauvais, le petit Jason Tatum. Là, fait que, une chance qu'on n'a pas été fait de cette transaction-là parce que même des fois, tu payes vraiment, vraiment cher pour un gars qui sait pas... Puis peut-être que Winslow se serait développé à Boston. Là, on ne sait pas, puis on peut pas... Ce sera toujours un monde qu'on ne connaîtra pas. Là. On ne saura jamais ce qui serait passé si Winslow avait été à Boston, mais man, tu regardes la carrière de ce gars-là qui, malheureusement, n'a pas répondu aux attentes. Est devenu au mieux un joueur de rotation. Et quand je dis au mieux, c'est au mieux. Là. Puis, jamais devenu le joueur qu'on espérait. Ça aurait été horrible pour les Celtics de payer autant que ça pour aller chercher un gars qui ne s'est pas développé. En fait, les 76ers avaient fait ça pour Markelle Fultz quand il est monté pour Markelle Fultz de prendre Jason Tatum. Puis ça n'a pas bien fini pour eux. Les Celtics ont dit, s'il vous plaît. Moi, je peux juste retenir qu'on parle de Karl Anthony Towns qui est aujourd'hui bien établi dans la NBA. Puis tu as genre Duke, la dernière fois qu'on a gagné un championnat, c'est quand ils jouaient NCAA. Duke, là, on s'entend, là. On sent que Duke, ils ont eu des Christy de bons joueurs depuis 2015. Là, on vient de parler de Jason Tatum, mais l'année d'après, ils avaient Brandon Ingram. Ils ont l'année avec Zion, RJ Barrett et Cam Reddish. Puis c'était trois gars qui sont sortis dans le top 10 de ce repêchage-là. Donc Reddish est 10e, je pense. Ouais, c'est ça, mais Reddish est 10e. Oui, en tout cas, 11e peut-être, là, mais il est dans le top 10, me semble. Fait que c'est... Duke, c'est tout le temps... On les connaît, Duke. Ils sont là année après année après année, puis ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné. Fait que c'est... on est dû. La raison aussi pourquoi on aime le March Madness, c'est de voir aussi les affrontements. C'est fou parce que je parlais du fait que le March Madness emprunte au football. Ça emprunte aussi au football à quel point l'affrontement n'est pas tant à propos des joueurs, mais c'est à propos des entraîneurs-chefs. C'est comme au football. Puis le basketball, c'est un sport aussi qui mise beaucoup plus sur l'individualité des joueurs, mais l'affrontement des entraîneurs-chefs, pendant tellement d'années, c'était Mike Krzyzewski, justement, à Duke, ou Coach K, si vous préférez, de son surnom, mais Kentucky, si longtemps avec... Coach Calipari, John Calipari,
Et puis là, cette année, c'était un affrontement entre lui et Rick Pitino au deuxième tour, qui est un autre entraîneur-chef tellement légendaire. Puis non seulement ces deux entraîneurs-chefs qui sont légendaires, mais c'est aussi le fait que Calipari est lui qui a succédé à Rick Pitino à Kentucky. Puis là, ben, John Calipari, qui s'est fait montrer la porte après une autre sortie décevante l'année dernière, se sont rencontrés. Et John Calipari, qui avait une moins bonne équipe sur papier, ont réussi à battre Rick Pitino et compagnie. Mon dernier, Pop, juste avant que je lance sur mon dernier. Moi, je fais juste dire que tu vois John Calipari puis Rick Pitino aller serrer la main au milieu du terrain. D'après moi, c'est genre ça puis une scène dans The Godfather, c'est la même affaire. Là. Ça, pour vrai, là, les deux se regardent, t'es genre... C'est le fun de voir que la NCAA puis au basket comme au football, il y a beaucoup de nouveautés, puis t'as genre, c'est une nouvelle garde qui doit arriver. Mais t'as encore des John Calipari, t'as encore des Rick Pitino. Il n'y a pas si longtemps, t'as encore des coachs, t'as encore des Tom Izzo à Michigan State. Les vieux de la veille réussissent à tenir le coup dans cette nouvelle NCAA. Ça, c'est incroyable. Ça, pour vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Peut-être qu'un jour, on va voir le futur de McNeese State arriver. Ou devrais-je dire le club école de North Carolina State, mais ça, c'est une autre histoire. Mon dernier, c'est un sale coup de gueule sur McNeese State. Au départ, je les avais en haute estime. Tu vois, une petite école qui réussisse à se qualifier en deuxième ronde, tu dis « Oh! Peut-être que ça va être l'équipe Cendrillon cette année. » Puis, tu sais, justement, ils ont réussi. C'était Clemson qui était 5e et eux, 12e, ont réussi à les battre. Fait que c'est un upset. C'était l'un des upsets qu'on avait eu en première ronde. Et, le classique upset 5-12 à tous les années. Il en arrive tout le temps un à chaque année. Toujours. Et McNeese State, qui est une petite école de la Louisiane, ont fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux et à la télévision parce qu'ils ont notamment un manager qui s'appelle Amir Khan. Puis vraiment, manager, c'est... Honnêtement, il faudrait savoir c'est quoi exactement que ce gars-là fait. Probablement les horaires, mais au-delà de ça, c'est un étudiant manager. C'est un peu bizarre l'histoire de ce gars-là, mais c'est un peu la mascotte non officielle de l'équipe. Un peu au même titre, je sais pas moi, que les Raptors avaient Nav Bhatia, même s'il n'est pas dans l'équipe en soi, mais on l'utilise beaucoup un peu comme personnage. Comme ambassadeur. Je veux pas dire mascotte parce que ça serait un peu péjoratif un peu, mais c'est pas mal. Mais tu sais, c'est comme le gars qui fait les horaires, genre, puis il est là avec eux, puis finalement, il se bâtit une personnalité qui est là, on l'appelle Amir Aura Khan, parce que ce gars-là, apparemment, il y a de l'aura, c'est peut-être parce qu'il était à côté des joueurs, mais give or take, je lui donne pas haut de 5 pieds 5, tu sais. Puis là, ce qui se passe avec ça, c'est que là, ils ont été éliminés au deuxième tour, mais il y a certaines écoles, dont North Carolina State, qui ont vu ça, puis ont dit « Hey! » C'est du bon monde, dont l'entraîneur-chef Will Wade, qui sont allés voir. Soit dit en passant, North Carolina State, qui compte aussi parmi leurs rangs Ismaël Diouf, ancien de l'Université Laval et de l'Alliance de Montréal. Bref, ils sont allés chercher ça, puis ils ont même signé ce gars-là, Amir Khan, à un NIL, que lui, il prétend être dans les 6 chiffres. NIL, pour ceux qui ne savent pas, c'est des contrats que des gens, tu peux payer maintenant dans l'NCAA. Les gens peuvent profiter. NIL, ça veut dire Name, Image and Likeness. Tu peux comme vendre un peu les droits de ta personne pour faire de l'argent. C'est un peu, ça a été banni pendant tellement d'années. C'est pour ça que Reggie Bush, d'ailleurs, avait perdu son Heisman au football collégial. Mais c'est que, dans le fond, tu es comme payé un peu pour ta personnalité, pour les droits sur ton image et tout. Ou pour dire comme les Gen Z, t'es payé parce que tu as du clout. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Pop, tu vois, c'est la meilleure façon de décrire ça. Fait que ouais, ce serait dans les 6 chiffres pour ça. C'est pour un gars qui tient un boombox puis qui marche avec des joueurs. Je veux dire, alright, c'est bienvenue en 2025. C'est bienvenue en 2025, man. C'est fou, mais par-dessus tout, c'est ce qui met quand même un terme à... Et ça, c'était juste les 2 premiers jours de ce tournoi du March Madness. Puis, on a tellement de belles histoires. Puis,
c'est sûr que ça va continuer jusqu'à la fin du tournoi. Mesdames et messieurs, on va passer au hockey parce que c'est assez spécial ce qui se passe. J'étais au match contre toute attente Canadien-Sénateur. Le fameux match, Félix, qu'on disait la semaine dernière. Oh, c'est un match que les Canadiens ne peuvent pas perdre contre les Sénateurs d'Ottawa. Puis, honnêtement, pour faire un peu tranche de vie, il était 11h du matin. Il y a mon père qui me texte. Il fait « Ah, tu fais quoi ce soir? » Je suis comme « Oh, bah, tu sais, je fais des devoirs. Puis, tu sais, je sais pas, moi, j'allais peut-être regarder le match avec des amis. J'allais regarder le match avec des amis. » Puis là, il me dit « Ah, j'ai des billets. Ça te tente-tu d'aller les voir? » Ce match-là, de cette importance-là. Pas trop important. Match que si les Canadiens gagnent, ils ont une qualification techniquement en série si la saison se terminait après ça. Damn right. Puis, mon Dieu. Mon Dieu, qu'on a eu un bon match. Je pense que ça s'est gâté un peu depuis avec 2 défaites en prolongation, mais quel match, Félix. Quel match. Mais tu dis ça, c'est gâté. 2 défaites en prolongation, mais sérieusement, ça aurait dû être 2 défaites en temps réglementaire. Fait qu'aller chercher ces 2 matchs-là, aller chercher juste 1 point dans ces 2 matchs-là, c'est l'équivalent d'une victoire. Je veux dire, ça fait toute la différence dans un contexte puisque chaque point est important pour le Canadien, que cette course aux séries-là est folle. Puis l'autre affaire qui a été vraiment cool pour le Canadien cette semaine, surtout mardi et jeudi, les rivaux directs de l'équipe ont perdu. C'est les Rangers, ça a perdu. Les Blue Jackets sont plus capables de gagner un match. Les Highlanders ont fait chier un petit peu, là, mais qui reviennent un petit peu de nulle part dans cette course-là, les Highlanders. Mais c'est ça, les Canadiens étaient vraiment chanceux à ce niveau-là parce que ses adversaires directs ont perdu beaucoup, beaucoup cette semaine. Fait aller chercher ces points-là. La remontée contre le Colorado hier, man. À 4-1, très honnêtement, j'ai commencé à faire autre chose de ma soirée. Je me suis dit, gars, tu sais quoi, ils l'ont pas. Puis tu le voyais clairement sur la glace. Les gars ne l'avaient pas. Puis c'est Albert Jacquet qui dit après le match, il dit sérieusement, tu vois ces fans-là en délai, puis tu peux pas ne rien faire, tu peux pas être insensible à ça. Il y a une énergie avec cette équipe-là qui ont continué d'y croire. 3 buts en après 3 minutes, des contributeurs qu'on est moins habitués de voir. Oui, il y a Slav qui a marqué, mais Joshua Roy, pour qui c'était difficile depuis son rappel. Et Christian Dvorak, que j'appelle maintenant Christian Crosby, parce que c'était un but du revers, comme Crosby en a marqué des dizaines et des dizaines dans sa carrière. Cette équipe-là trouve tout le temps des moyens de, si c'est pas de gagner, c'est au moins de se ramener dans le match puis d'amener ça en prolongation. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis oui, cette équipe-là a une vibe de l'équipe de destinée. Tu regardes ça, tu dis, cette équipe-là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Puis cette semaine, c'est Pierre Lebrun qui racontait dans un texte qui dit qu'il a parlé à un DG qui ne voulait pas être nommé. Puis il dit, tu sais, je parlais même pas à ce DG-là quand je l'ai croisé à la réunion des DG. Il m'a regardé puis il m'a dit, cette équipe-là, Montréal, ils font peur. Ils font peur parce qu'ils ressemblent déjà à ça. Ils ont des bons jeunes qui s'en viennent. Puis ils savent comment gagner. Ils sont bien coachés. Cette équipe-là fait peur, man. Tu veux pas pogner cette équipe-là? Si tu regardes, là, ça a toute de l'équipe qui va faire un upset pas rapport en première ronde. S'ils sont capables de se rendre, évidemment, là. Mais tu les regardes, c'est l'équipe que tu dis fuck, man, ils sont pas si bons que ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Puis t'es prends un peu à légère, puis bang, tu te fais avoir. Parce que depuis l'échange d'Alexandre Carrier, c'est la 5e meilleure fiche de la LNH. C'est un échantillon de 3 mois. Là. 5e meilleure fiche de la LNH. Puis si ça donnait, en plus, ça serait contre les Capitals. Puis là, on est comme, oh, on sait ce qui est arrivé il y a 15 ans, le printemps à Lac contre les Capitals, circonstances similaires. Puis après ça, ils ont battu les champions de l'année précédente en les Penguins de Pittsburgh. Fait que ça pour dire que j'étais au match, puis ça avait commencé parfait, Canadien mène, puis tout d'un coup, hop, ils tirent de l'air 2-1. Ouais. Puis le pire, c'est que c'était sur probablement le but le plus facile de la carrière à Montembeault qui a alloué, tu sais. Puis c'est tough à dire, Félix, puis on disait ça la semaine dernière, à quel point Montembeault, il tenait dans le coup, ce qui est toujours le cas, mais on dirait que tu avais comme 3 matchs qu'on est comme, ça semble qu'il n'aurait pas dû la laisser passer celle-là. Mais bref, sur un tir, on va se dire d'échauffement de la part de Travis Hamonic, puis là, tout d'un coup, dans le Centre-Bell, tu es comme, oh, là, ça commence à se gâter pour que finalement, je sais pas ce qui est arrivé en 3e, mais wow! Une explosion offensive, même.
Finalement, ce qui a terminé en étant un match de 4 points de Christian Dvorak, puis quelque chose que j'avais tweeté puis écrit à l'ami friend of the show, Guillaume Lefrançois, qui était aussi au match. Je dis, écoute, je vais pouvoir dire à ma future progéniture que j'étais là lorsque Christian Dvorak a inscrit 4 points contre les Sénateurs d'Ottawa. Puis, man, c'était tellement désemparant que je suis sûr qu'il ne voulait même pas lui donner la première étoile à quel point Christian Dvorak est loin d'être un joueur. Il a même pas le pauvre gars, sérieux. Premier match de 4 points en carrière. Il fait casser du sucre sur le dos depuis des années. Man, il n'est même pas première étoile. La soirée, il fait 4 points. Puis, ouais, pauvre gars. C'est pas fair, man. C'était quand même bien vérifié que ça avait été offert à Josh Anderson, puis je suis resté pour, après ça, son entrevue d'après-match avec Marc Denis, où, tu sais, j'essaie le plus possible d'être objectif et neutre dans mes propos, surtout entourant les Canadiens de Montréal et pas laisser leur performance affecter mes émotions personnelles, tu sais. Mais, tu sais, quand il a donné quand il y avait son ovation d'après-match, je me suis levé puis j'ai applaudi parce que honnêtement, quel travail que cette équipe-là fait, puis quel travail que même Josh Anderson aussi, qui s'est vraiment transformé. On a témoigné un petit peu de ça l'année passée, mais surtout son début de saison, on est comme Christy. C'était quoi? C'était un but dans genre les 30 premiers matchs? Ah, c'était un but en beaucoup de matchs. Là. C'était vraiment, vraiment difficile. Puis, tu sais, même cette année, je veux dire, c'est vraiment une belle année de rédemption pour Anderson. T'en parles, là. Ce gars-là joue avec toutes les blessures du monde entier. Ce gars-là a une nouvelle blessure à chaque match. Sérieux, des fois, t'as l'impression qu'il en invente une. Puis, c'est le match contre Ottawa. Ça, je sais pas si t'avais vu ça, Mio. Le match contre Ottawa, à un moment donné, est dans le coin avec Shane Pinto. Et Pinto, avec son patin, passe vraiment proche du tendon d'Achille de Josh Anderson et tout. Puis Anderson retourne au banc, puis tu le vois être comme wow, ok, j'ai vraiment évité le pire. Et c'est le lendemain qu'on apprend, c'est Martin Biron qui racontait ça, a parlé à Jim Ramsey, qui est le chef de l'équipe médicale du Canadien. Ce match-là, parce que dans les jours précédents, Tom Fitzgerald, le DG des Devils, racontait que vu que son fils, Casey Fitzgerald, avait une blessure super importante au niveau du cou dans la Ligue américaine, il voulait être milité pour que les équipements anti-coupure soient de plus en plus répandus dans la LNH. Anderson a vu ça dans les jours précédents et s'est dit, regarde, tu sais quoi, je pourrais essayer ça, peut-être mettre les bancs Kevlar anti-coupure et tout. La première fois de sa carrière que Josh Anderson a mis des bas anti-coupure, c'était mardi, le match où Shane Pinto aurait vraiment pu lui fendre le tendon d'Achille. Le wow qu'il a fait au banc, c'était pas un j'ai été chanceux, c'est man, sérieux, c'est un miracle que j'ai pensé à mettre ces bas-là avant. Parce que s'il met pas ça, sa saison est terminée, sa carrière était en péril. C'est aussi simple que ça. Quelle bonne décision. Puis ce qui a certainement fait jaser aussi en sortant de là, c'est le but de la fin de Brendan Gallagher dans un but des airs où, après avoir marqué, tape son crest, ou du moins son cœur, puis après ça, pointe au plafond. Puis tu sais, les gens ont marqué ça, mais on n'avait pas fait grand-chose. Puis c'est le lendemain ou 2 jours plus tard qu'il raconte qu'il a appris lors du voyage, puis c'est un voyage dans l'Ouest canadien, d'où il est, en plus de ça, que sa mère est décédée. Puis sa mère qui combattait, soit dit en passant, un cancer, et puis après ça, Gallagher qui a marqué un excellent but contre les Islanders, puis cette histoire-là qui continue, puis Gallagher qui joue du hockey inspiré, puis là, en plus, il y a eu la naissance de son enfant il y a quelques jours de ça aussi. Tout ça, ce cocktail d'émotions-là, puis honnêtement, quelle belle histoire aussi qui est sortie de la partisane qui avait un chandail signé par Gallagher avec lequel finalement ils ont fait un échange. Que du beau à voir là-dedans. Mais à quoi bon parler des Canadiens, Félix? Puis de toute cette histoire-là, toutes ces histoires de Canadiens en série, tout ça, c'est pas de légende des Canadiens. Et, faut pas oublier, a déjà été meneur de la Ligue nationale cette année pour les points marqués. Jonathan Kovacevic. C'est vrai, le premier match de l'année. Quoi, c'était quoi? 3 points, 4 points? Ah, je pense qu'il avait comme fait 3 points premier match, puis c'était les matchs qui étaient comme en République tchèque, mais qu'il y avait comme 2 équipes qui avaient joué, c'était eux puis Vegas, si je me trompe pas. Puis il avait genre fait 2-3 points en partant, puis après genre le premier jour de la saison, c'était lui le meilleur pointeur de la ligue, puis tu dis waouh, c'est vraiment Jonathan Kovacevic, man. Puis, à chaque année, depuis tout ce système est en place avec Jack Hughes et compagnie, que on n'est pas capable de rester en santé pour la fin de la saison et des séries. Puis à chaque fois, ça termine en queue de poisson. Puis en ce moment, les Devils tiennent la 3e tête dans la métropolitaine.
Mais difficile de dire que ça va bien en ce moment chez eux, notamment avec toutes ces histoires de blessures. Et puis là, Félix, ça coule beaucoup entre Jonathan Kovacevic et son entraîneur-chef, Sheldon Keefe. Ah ouais, dans le fond, on commence à en arracher un petit peu chez les Devils, les blessures et tout. Puis Kovacevic qui a dit qu'il faudrait qu'on active un petit peu le sentiment d'urgence. Réaliser que faut que ça se passe. Il faut qu'on améliore notre hockey. Puis tout. Je pense qu'il avait dit en mode séries éliminatoires. Ouais, ça, il faut qu'on soit en mode série aussi. C'est ça qu'il avait dit. J'avais sentiment d'urgence, mais c'est ça. Il faut qu'on soit en mode série un peu. Réaliser que les matchs sont importants. Il faut qu'on joue. Puis Sheldon Keefe, qui est l'entraîneur des Devils. Si vous aviez oublié où était rendu Sheldon Keefe, il est rendu entraîneur des Devils, qui clairement n'est pas habitué au mode des séries, ou en tout cas est peut-être habitué à ce que ça veut dire de choquer en première ronde. Mais bref, se fait poser une question par les médias. Kovacevic a dit qu'il va falloir que l'équipe soit en mode série. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et Sheldon Keefe qui dit peut-être que Kovacevic doit mieux jouer et qui met fin à son point de presse tout de suite après. Puis je pense que là, il y a de la tension chez les Devils. On sent un peu cette pression-là de voir les Jack Hughes blessés, les nombreuses blessures, parce que Dougie Hamilton aussi est blessé. C'est des gros morceaux quand même chez les Devils dont on est privé. Kovacevic, qui est une belle histoire avec les Devils cette année, joue du gros hockey, il a signé une prolongation de contrat même avant la date limite des transactions pour le garder au New Jersey quelques années de plus. Mais là, c'est ça, depuis 2-3 matchs, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Je pense que c'était -2 à ses 3 derniers matchs, ou ses 2 derniers matchs. Donc, c'est ça. Je pense que c'est. Sheldon Keefe était frustré. Je pense que Kovacevic était un peu frustré. Je pense que c'est l'émotion du moment et tout. Ça va se replacer. Je pense qu'on peut penser que les Devils, la coupe, ça va être très difficile sans Jack Hughes. Puis avec Dougie Hamilton, Jonas Siegenthaler aussi qui est blessé. Mais tous ces gars-là étant blessés, ça fait beaucoup de monde, justement, qui. Tout le monde est comme dans une chaise qu'on n'est pas nécessairement supposé être chez Devils. Des gars qui ont des rôles plus importants. Puis c'est dommage un peu de voir que cette saison-là est encore ruinée un peu en fin de saison à cause des blessures. Mais oui, clairement, il y a de la frustration en ce moment. On l'a bien vu hier. Mais tu sais, est-ce que je suis un peu surpris que ça soit pas plus une plus grosse nouvelle que ça? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, je pensais à ça hier puis aujourd'hui un peu. Tu sais, Sheldon Keefe, c'est quand même le gars qui a dit à son arrivée au New Jersey, là, j'arrive pour coacher dans la vraie Ligue nationale. T'sais, en voulant dire que Toronto, c'est vraiment spécial comme market, fait que lui, il disait, là, j'arrive dans la vraie Ligue nationale. Sheldon Keefe aurait-il fait une citation de même s'il avait été encore à Toronto? T'aurais-tu imaginé sa tête aurait été le marché torontois qui aurait explosé après sa tête aurait déjà été sur un pieu 5 minutes en sortant de là. Les deux auraient été. C'est sûr que ça finit mal, man. Tu sais, mettons, il sort ça genre à un gars comme genre Simon Benoît, là. Tu sais, même pas Mitch Marner, Austin Matthews ou Tavares. Non, juste Simon Benoît, là. T'aurais les médias québécois qui seraient un peu échaudés parce qu'on insulte un Québécois un peu. Puis après ça, t'aurais Toronto qui aurait fait des nouvelles avec ça pendant une semaine. Pour vrai, OK, je comprends que c'est sec un peu comme citation, mais des fois, j'aime ça. Des fois, on dit souvent que le monde de la Ligue nationale, c'est du monde qui ne s'exprime pas ou qui sont trop stiff un peu. C'est pas le temps de les bâcher quand ils décident de sortir un peu de la cassette du PR un peu puis de mettre un peu de drama dans les médias. Moi, je suis 100% là-dessus. Il sort un peu de méchant, lave ton linge sale en famille, puis c'est sorti là, puis aujourd'hui, ça doit déjà être réglé. C'est comme quand l'entraînement du Canadien, quand Herbert Jacquard et Michael Pezzetta s'étaient mis à se cogner, à frapper dessus un peu, les deux s'étaient picossés à l'entraînement. C'est normal, je veux dire, il y a des émotions, tout le monde est tendu en ce moment, il y a une grosse course aux séries, puis les Devils sont un peu plus sûrs que le Canadien de faire les séries, mais il y a quand même on a nos difficultés dans le New Jersey en ce moment, puis c'est des choses qui arrivent. Les émotions, des fois, sont là un peu. Puis je comprends pourquoi tu trouves que ça n'a pas fait une grosse histoire. Puis je comprends, mais c'est le genre d'affaires qui arrive. Mais je suis peut-être habitué parce que Sheldon Keefe arrive de Toronto. Puis tu sais que ça arrive. Ouais, exact. Mais c'est sûr qu'à Toronto, ça explose. C'est sûr et certain. Mais je me dis au moins une chance que les Blue Jackets ne gagnent plus depuis quelques games. Parce que s'il avait fallu que genre Columbus soit à 2 points de New Jersey.
puis qu'il soit genre vraiment menacé, qu'il soit relégué genre dans le wildcard ou même hors des séries, tu sors une quote de même, insane. Insane. Ça aurait été incroyable. Et de l'autre côté de la rivière Hudson, les choses continuent d'aller mal, on va dire, avec les Rangers qui avaient remonté la pente après, on va dire, mon Dieu, derniers 2 mois absolument catastrophiques. Et puis là, bon, ça recommence à se gâter un peu, mais on n'a pas d'autre choix que de regarder la situation contractuelle des joueurs. Puis, tu sais, Pop, tu dis, médias québécois qui parlent en mal sur des Québécois. Parfois, on n'a pas le choix. Puis certainement, avec le cas d'Alexis Lafrenière qui connaît, on va élargir ça depuis le mois de février. Fait que là, on parle d'à peu près 20 à 22 matchs. Une séquence absolument terrible. Tu dis, c'était 10 points depuis le 1er février. C'est mieux qu'une claque à la gueule, mais c'est certainement pas digne d'un premier choix au total. Puis le pire aussi, c'est un but à ses 19 dernières sorties. C'est terrible. Pendant que ton équipe se bat pour sa vie en ce moment. C'est pas juste une mauvaise passe. T'as comme une mauvaise passe au mauvais moment, là. C'est comme... Très mauvais moment. Très mauvais moment. Puis surtout que ça arrive quelques mois après qu'il ait signé son gros contrat de 7 ans pour 7,5 millions par année. Tu sais, ce contrat-là commence l'année prochaine. Théoriquement, il ne joue pas sur ce contrat-là, mais ce contrat-là, c'était quand même une déclaration forte des Rangers de maintenant, c'est fini, on enlève les petits trous en arrière, là. T'es un de nos gros morceaux, puis on a besoin que tu produises et tout. On te paye parce qu'on sent que t'es supposé être un autre ténor à l'attaque et tout. Un but en 19 matchs, c'est un rythme de 4 points. Mettons, je suis généreux, là. Mettons 5 buts par année. C'est pas idéal, 5 buts par année. Lane Hudson a ça cette année, c'est un défenseur recru. C'est pas idéal. Tu as besoin d'un petit peu plus que ça pour un de tes meilleurs attaquants. Ça va en prendre plus, c'est aussi simple que ça. Puis tu vas comprendre que les Rangers, des fois, ont des difficultés à gagner. Ben, c'est des gars comme ça qui ne produisent pas. C'est aussi simple que ça. Puis on a payé Lafrenière, on lui donne un rôle dans le top 6 parce qu'on le croit capable d'être un des gars qui vont tirer l'attaque vers le haut. Et en ce moment, il n'en fait pas partie de cette solution-là. C'est dommage. Puis il va falloir que ça change. C'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas juste ça. C'est que parce qu'aussi, Chris Drury, pendant la saison, a dû faire un choix. On paye Alexis Lafrenière ou on garde Capo Caco. Oh my God. Capo Caco qui est échangé à Seattle, qui... par pure coïncidence, se replace un petit peu plus, trouve sa niche là-bas. Là, c'est ça, là, c'est parce que tu as comme sacrifié Kako pour essayer de payer Lafrenière parce que tu pensais que dans les deux, c'était lui que tu pensais qu'il allait t'aider le plus à long terme. Tu es dans une course aux séries. New York, c'est pas facile non plus comme marché en même temps. L'étiquette de premier choix au total, c'est tough. Puis, je me dis en même temps, ça répète beaucoup pire que ça. New York aurait pu perdre samedi après-midi. C'est vrai. On a tiré avez-vous vu cette game-là? Oui. Je l'ai regardé personnellement, non, mais... Marquer 5 buts sur 13 tirs, ça devrait être illégal. OK. Le cinquième goal, c'est un filet désert, je vous l'accorde. Fair enough. Et théoriquement, c'est genre 4 buts sur 11-12 lancés. Après une période, les Rangers avaient un tir au but après 20 minutes. À maison contre un club de l'Ouest qui, pour eux autres, jouait une game à 10 heures selon leur horloge biologique parce que c'est une game à 1 heure de l'après-midi à l'heure de l'Est. C'est terrible, man. C'est terrible. Puis, sérieux, Kevin Lankinen ne devait pas être très populaire à Montréal hier. Sérieusement, parce que les fans du Canadien avaient vraiment besoin que les Rangers perdent cette game-là. Parce que les Rangers, c'est probablement le rival le plus direct en ce moment. Fait que c'est le genre de... Si tu regardes, c'est n'importe quoi. Là. 5 buts sur 13, surtout que les Canucks en ont 39. Je veux dire, fuck you. Là. Voyons, c'est quoi ce niaisage-là? En tout cas, c'est... Il y a des games comme ça où ton goaler, ça va pas. Après que ça ait fait la même affaire contre Calgary, les Rangers qui finissent genre, se fait outshot 35-13 dans les tirs au but contre Calgary, encore une fois à la maison, contre un club de l'Ouest, en pleine course des séries. C'est terrible. Ça en prend plus des Rangers, c'est aussi simple que ça en prend plus. Oh, ça peut en prendre moins aussi. Moi, je vais prendre des séries.
ils peuvent en donner moins, mais ça me dérange pas, là. Les gars, juste avant qu'on passe à un petit truc spécial que j'ai pour vous autres, juste dire que Patrick Maroon, lors d'un passage avec les Blackhawks contre les Blues de Saint-Louis à Saint-Louis, qui est sa ville natale, a annoncé qu'il annonçait sa retraite pour ce qui est l'une des carrières les plus étranges de l'histoire de la LNH. Un gars littéralement connu pour étant un attaquant de puissance, pour ne pas dire borderline goon, mais tu sais... Un grinder dans le plus pur sens du terme. Ou dans la belle appellation québécoise de plombier. Un plombier. un sale plombier. Avec tout le respect que je lui dois, un bon plombier. Qui a aussi eu une saison de... Tu sais, grâce à Connor McDavid, ça a été un marqueur de 27 buts. Quoi? Patrick Mahomes a déjà une saison de 27 goals dans la Ligue nationale de hockey. Je savais qu'il devait une grosse à un moment donné, mais je pensais pas que c'était 27. Merci Connor McDavid. Merci Connor McDavid. 27 buts, deuxième meilleur buteur chez le Canadien cette année après Cole Caulfield. Tough shit. Anyways, donc il annonce ça à son passage à Saint-Louis, sa ville natale, et justement une des carrières les plus étranges. Pat Maroon qui a eu un passage avec les Blues de Saint-Louis où il a gagné la Coupe Stanley pour après ça, elle en gagner 2 consécutives avec le Lightning de Tampa Bay. Les gars, j'ai envie de vous lancer une petite affaire. Dans notre groupe, j'ai envoyé un lien qui est l'horaire des Capitals de Washington. En date d'enregistrer cette émission, Alexander Ovechkin est à 7 buts d'atteindre le grand record de Wayne Gretzky et même de le fracasser pour le plus de buts dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Nous avons la cédule en face de nous des Capitals de Washington d'ici la fin de la saison. Il leur reste, grosso modo, une douzaine de matchs. On vit dans un monde où c'est une certitude qu'Alex Ovechkin fracasse le record d'ici la fin de la saison. J'ai besoin de savoir, les gars, votre meilleure prédiction, quand est-ce que ça va se donner? Mio, je vais être complètement... Pour le but de l'exercice, tu vas me dire c'est quand. Ben, je vais te dire c'est quand, ça va être en octobre 2025 parce que ça sera non. saison. Je t'envoie l'aura de cette année. Je te l'ai dit, c'est une certitude que ça se passe cette année. OK. Que ça se donne. Pour le cinéma de la chose, dernier match de la saison contre Sidney Crosby dans sa maison. Ce serait cool. Ce serait cool, mais tu sais quoi, je pense que ce serait encore plus cool, c'est qu'il le fasse devant ses partisans. Le dernier match des Capitals à Washington, c'est le 13 avril, dimanche le 13 avril, contre Columbus. Man, ce serait cool qu'il le fasse au moins devant les gens à Washington. C'est vrai que ce serait cool quand même de le faire contre Crosby, je te le donne pas. Ce serait vraiment cool que ça arrive, mais le dernier match de la saison à Washington, le 80e match des Capitals cette année, le 13 avril, bouquez-vous rien, Alexander Ovechkin, rendez-vous avec l'histoire. Un tour du chapeau, finissez avec un tour du chapeau. Oh oui, parce que ça va... Mais... Est-ce que son but, le but qu'il va le mettre tout seul devant, ce ne sera pas un filet désert? C'est ça que je voulais dire. Ça se peut. C'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que ça allait être emblématique, Alexander Ovechkin, un one-timer sur le cercle gauche, ou est-ce que, je m'en dis, on lui offre l'opportunité d'avoir le but, une rencontre avec l'histoire. Est-ce que son ego, il va laisser ça de côté pour ne pas le marquer dans un filet désert? Absolument. Ça tu se peux pas battre un record de Wayne Gretzky sur un filet désert. Ouais, je te peux d'accord. Mais moi, l'affaire que j'ai vue cette semaine par rapport, j'ai vraiment un blanc sur c'est qui, je suis vraiment désolé. Mais il y a quelqu'un qui dit, imagine si Ovechkin, le but où est-ce qu'il bat le record, il égale ou il bat le record, là, ce but-là, imagine qu'un arbitre le conteste pour une révision. Tout le monde a célébré, il y a une contestation. Puis c'est remporté, le but est pas bon finalement. Comment tout le monde aurait vraiment l'air épais d'avoir célébré ce but-là, qu'en réalité le but était pas bon. Parce qu'il y a un monde dans lequel ça pourrait se faire, ça. Ce serait quelque chose. Imagine, ça fait des mois et des mois qu'on parle de la course d'Ovechkin. Même des années rendu là, ça fait des années qu'on en parle. Puis imagine, ça arrive de il a réussi, waouh, c'est cool, tout le monde est sur la glace, on arrête le match, on lui donne un bâton, puis le coach au bord, je pense qu'il y avait hors-jeu sur la séquence qu'on pourrait aller à la reprise. Mais je pense que le monde va être intelligent. J'ai envie de croire aux gens. Et si, mettons, c'est serré un peu, ils vont juste vraiment faire la révision avant qu'on célèbre tout ça.
J'espère. Ouais, mais qu'on tu sais, va sur le le faire. moment, tu vas le célébrer. C'est ça l'affaire. Oui! Disons Mais qu'il imagine va- ça arrive. Tu sais, on l'a vu cette semaine, Canadien contre les Islanders. Patrick Roy qui C'était bon, man. était à récrimination tout le temps. L'avant-dernier match des Capitals cette saison, c'est contre les Islanders à New York. Imagine si Patrick Roy fait ça, parce que s'il y en a un qui serait capable de faire ça. Ah, il y en a deux. John Tortorella pourrait le faire, là, mais Patrick Roy serait capable de Ouais, ça. faire ça aussi. Ovechkin- Juste pour faire chier. Check ça. Ovechkin est à un but d'avoir le record, puis Patrick Roy, il sort son gardien avec 10 minutes, il dit « Ah ouais, mon esti, ah ouais, Ah viens ouais. marquer dans le but des airs. Je sais que tu le veux pas dans un but des airs. Ah ouais, viens-t'en. La cage est abandonnée. Dans un I match où dare les you. Islanders mènent par 5, ils sortent son goaler pareil. Ah ouais. Mon but est complètement libre. Donc, vous l'aurez entendu ici en exclusivité dans une certitude où Alex Ovechkin fracasse le record cette année. Félix Forget prédit le 13 avril, un dimanche, contre les Blue Jackets du dernier match à Washington pour la saison régulière. Et Pop, dans un monde où il laisse ses principes de côté et ça se donne cette année, en mouvement pur Hollywood, ça va se donner contre Sidney Crosby, son rival de longue date. Je pense pas que. Je pense que ça va déjà être réglé à ce moment-là, mais s'il fallait que les Pingouins ne soient pas mathématiquement éliminés des séries d'ici là, Oh, man. puis qu'ils perdent ce match-là, puis qu'ils se fassent éliminer des séries, Oh, man. je pense qu'avec le temps, d'ici là, ça va arriver qu'on va se rendre compte que les Pens vont être sortis de la course. Oui. Mais Absolument. si seulement. Moi, c'est le genre de chaos que je C'est veux. quelque chose, man. Imagine, il finit la saison des Penguins avec un one-timer, man. En prolongation pour le record. D'après moi, Evgeny Malkin, genre, il fait juste sortir de la glace puis il s'en va chez eux, genre. Il se retourne en Russie puis il revient jamais, mais il revient même pas l'année prochaine. Mike Torashenko. De la merde, j'en reviens. Anyways, parlant de marché international, on a eu droit à du baseball. Un peu, tu sais, Félix, on parlait il n'y a pas très longtemps là, de Jonathan Kovacevic et des matchs un peu fuck all qui se donnent outre-mer pour lancer la saison régulière, genre une semaine avant qu'elle commence. On a eu droit à la même chose au baseball avec les Dodgers qui jouaient à Los... Oh non, c'était au Japon. Excusez-moi, mais c'est comme le même marché maintenant. Les Dodgers qui étaient au Japon pour du baseball de saison régulière. On tend à l'oreille que c'est très normal de ne pas avoir aucun constat à faire pour cette saison-là. À part si ton nom est Pierre-Olivier Poulain, puis tu as déjà de quoi à dire par rapport à cette saison qui, soit dit en passant, il y a 2 matchs de disputés, OK? Tu en as encore plus d'une centaine à faire. Puis Pop, tu as déjà de quoi à dire. Moi, je fais juste dire que le glazing des Dodgers de Los Angeles par la MLB est déjà à un all-time high, puis on n'est même pas au opening day. Ben oui, mais Ça me c'est sûr, man. Ça me répugne. C'est sûr, voyons. Ils font déjà des pauses de genre « est-ce que les Dodgers vont finir la saison 162-0? » Je comprends, il y a un peu d'humoristique là-dedans. Mais là, chez nous, à un moment donné, là, tu sais... Pop, on vient d'assister à une élimination des Chiefs de Kansas City, puis le prochain Next Time Glazing sur les Dodgers t'agace déjà. Hein? Oh, mais ça, il m'agace tout le temps, mais Mio, tu sais autant que moi, hein, du sport sans du hate-watching, c'est pas la même chose. Ah, surtout si c'est une équipe de Los Angeles, là. Ouf. Fair enough. Mais je te le donne. Puis écoute, pour revenir un peu sur ces matchs-là qui... écoute, même moi, je t'avoue, j'ai un peu de misère à embarquer dans ces matchs-là. Je comprends. Puis l'ambiance est quand même cool au Tokyo Dome pour jouer ces matchs-là. Pour vrai, je trouve c'est quand même une ambiance qui est le fun, qui est vraiment différente de ce qu'on voit. Puis j'étais cette semaine sur le podcast de Passion MLB, puis c'est Pascal Harvey qui était là, qui racontait que les fans au Japon sont habitués d'être extrêmement bruyants, mais vu qu'en Amérique, habituellement, les partisans sont un petit peu plus silencieux, les fans du Japon ont comme ajusté leur niveau de célébration des estrades, ont comme applaudi, encouragé un petit peu moins fort qu'à l'habitude, par respect juste pour la tradition qui est aux États-Unis et tout de ça. Fait que ça, j'ai quand même trouvé que c'était un clin d'œil qui était cool. Puis j'aime beaucoup, tu sais, on parle beaucoup du respect des Japonais pour le baseball et tout, puis ça paraît, on le sent vraiment quand on regarde un match comme ça, mais c'était vraiment pour mettre en tribune les meilleurs talents japonais. Je veux dire, les Dodgers, on a l'équipe du Japon de la Classique mondiale au complet. Là. Puis les Cubs, on a Seiya Suzuki, Shota Imanaga, 2 autres bons joueurs japonais qui sont là. Fait que c'était cool quand même pour eux
de jouer devant leurs proches. C'est des Japonais qui jouent. C'est très rare qu'on peut jouer à la maison pour eux. Mais c'est dans le fond, ce que je retiens un peu de ces matchs-là, Shohei Ohtani qui a déjà frappé son premier circuit de la saison, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Roki Sasaki qui, évidemment, on surveillait de très près parce qu'on se demandait de quoi ça allait avoir l'air, cette bébête-là, dans les majeurs. Et ça n'a pas été nécessairement le départ le plus dominant. Des enjeux de but sur balle, mais clairement, tu vois que ce gars-là a des tirs exceptionnels puis qui va être très difficile à affronter dans les majeurs quand il va avoir vraiment tout géré ses affaires. Puis ce que je retiens aussi, c'est que c'est vraiment de bonne heure, puis des matchs à 6 h le matin, c'est cool 2 fois dans l'année, mais pas tout le temps. Là, mais c'est pas que le fait que ce soit à 6 h, que ce soit au Japon, ça, je peux vivre avec ça. Qu'on fasse ça, genre 10 jours avant que le reste des 28 formations de la MLB n'ont même pas encore terminé leur composition de l'équipe et on doit encore attendre une dizaine de jours avant l'opening day. Come on, on peut faire mieux là, de ce côté-là. Ben, l'affaire qui fait en sorte qu'au baseball, c'est particulièrement difficile, c'est que tu n'as comme jamais vraiment de jour de congé, puis aller au Japon, faire l'aller-retour, c'est long. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on veut régler ça vraiment avant la saison, puis donner du temps aussi aux partants qui lancent ça d'être prêts pour la première journée. Là, Yoshitobu Yamamoto qui a lancé à Tokyo va être capable de lancer au match d'ouverture pour ça. Je pense qu'on ne veut pas nuire à ces équipes-là plus qu'il faut non plus. Mais ça va être bizarre pareil pour ces gars-là. Tu l'as dit, on part une dizaine de jours avant que les camps d'entraînement finissent. Les Dodgers, les Cubs aussi, là, mais ces équipes-là ont été jouées des matchs de saison régulière, sont revenus et ont fini leur camp d'entraînement. Après, on rejoué des matchs qui servent à rien. Je veux dire, ça va vraiment être une drôle d'ambiance de revenir jouer des matchs qui servent à rien après avoir joué 2 matchs de saison régulière. Tu dois avoir de la misère à les prendre au sérieux pas mal, ces matchs-là. Anyways, avec tout ça aussi, bonne nouvelle, rare bonne nouvelle pour les Blue Jays dans ce camp d'entraînement et cette saison qui s'apprête à commencer. Alejandro Kirk, qui on oublie toujours un peu dans cette équipe des Blue Jays, mais n'ignorons pas l'importance de nos catchers. Ils sont très importants. Et Alejandro Kirk, qui, après une saison retour d'une saison All-Star en 2022, en fait 2 saisons de retour de ça, où il a joué encore une fois plus d'une centaine de matchs, pas nécessairement à la même hauteur, puis en même temps ça va aller avec les succès des Blue Jays, prolonge quand même les gars, un beau petit contrat de 5 ans pour une valeur de 58 millions de dollars, puis finalement, sans dire que c'est le premier pion d'une longue succession qui va peut-être mener à une prolongation de contrat éventuellement pour Vladimir Guerrero Jr. Est-ce que c'est possible de prendre ça et dire, écoute, on est prêt à s'entendre à long terme avec quelques-uns de nos joueurs. Que penses-tu de ce qu'on a pour toi? Moi, je pense que on avait une bonne opportunité de signer un joueur quand même important à bon prix. C'est pas très cher pour Alejandro Kirk. Là. C'est 12 millions par année. Là, il y a une année comme d'arbitrage là-dedans. Fait que officiellement, on achète comme je pense que c'est 1 ou 2 années d'autonomie qu'on achète. C'est pas énorme. Fait que le montant paraît pas énorme, même si en réalité, il est un petit peu plus. Il y a des années où est-ce qu'on le paierait 4 ou 8 millions. Fait que c'est de le payer 12, on augmente un peu ces années-là pour éventuellement acheter quelques années d'autonomie. Mais tu sais, Kirk, tu l'as dit, Mio, c'est un joueur qui est quand même relativement important dans cette équipe-là. Un receveur qui a beaucoup amélioré sa défensive. Et dans les dernières années, les Blue Jays avaient 3 bons receveurs avec Kirk, Danny Jansen et Gabriel Moreno. Les 2 derniers ne sont plus là. Fait qu'il fallait qu'on soit vraiment all-in sur Kirk. On décide de le prolonger quelques années. Est-ce que peut-être que Vlad a dit ça? Peut-être qu'il se dit, peut-être que les Jays veulent construire sur ce qu'on a, puis c'est pas juste vraiment une affaire d'une année, on va être là pour quelques années. Peut-être, mais je pense pas que Vlad a vu ça, puis il a fait ça y est, je signe ou quoi que ce soit. Je comprends où est-ce que tu peux voir un lien avec ça, mais j'ai pas l'impression que Vlad s'est levé en voyant ça, puis il a fait, alright, je suis prêt à signer maintenant. T'sais, peut-être que ça pourrait l'inciter à considérer un petit peu plus. Dans le sens où je dis peut-être que cette organisation-là est sérieuse pour pas juste cette année, quelques années encore. Mais je suis pas sûr que ça change nécessairement grand-chose dans le cas de Vlad. Reviens-moi quand les Jays vont avoir signé Bo Bichette.
Beau Bichette, c'est une pas à long terme. Je peux, on the record aujourd'hui, je suis convaincu que Beau Bichette ne signera pas. Moi non plus. Mais si tu veux vraiment, genre, me convaincre que Vladimir Guerrero Jr. va vraiment avoir plus de chance, reviens-moi avec une signature de Beau Bichette et là, je vais répondre à ta question. C'est vrai. Mais je fais juste imaginer les fans des Jays qui, tu sais, se réveillent un peu, font une sieste, se réveillent un matin, voient un tweet de Jeff Passan pour dire breaking, les Blue Jays de Toronto ont procédé à la signature. Puis là, ils voient Alejandro Kirk au lieu de Vladimir Guerrero Jr. À quel point t'es déçu. C'était genre, oh yes, Vlad Jr. il est signé, c'est réglé. Puis finalement, on a trouvé un terrain d'entente même après la date limite. Non, c'est Alejandro Kirk. Ouais. Par contre, grosse victoire pour les Short Kings. C'est vrai. Ultimate Short King de la MLB, Alejandro Kirk avec Jose Altuve. Respect à mes Short Kings qui jouent au baseball. Puis, il ne faut pas oublier, Alejandro Kirk, c'est probablement un des meilleurs receveurs au baseball pour bloquer la balle. Tu sais, quand on parle d'un bon receveur défensif, tu sais, sa capacité à ne pas échapper des balles, c'est parmi les meilleurs dans le baseball majeur. Là, j'ai hâte de voir ce qu'on appelle le framing un peu. Est-ce que c'est un art qui va se perdre avec les reprises vidéo un peu? Ouais. Surtout Alejandro Kirk s'est fait une réputation là-dessus. Ce gars-là a quand même gagné un Silver Slugger il y a 3 ans. Ouais. C'est quand même insane. On l'oublie parce que maintenant, ça a été quelques années difficiles, mais ça a il y a un coup de bâton à quelque part dans ce gars-là. Ça a été des années difficiles, mais par contre, oui, les performances n'ont pas toujours été là, mais il n'y avait pas toujours le temps de jeu qu'il y avait non plus. Tu sais, on parlait d'une rotation à 3 avec Jake Allen, Caden Primo et Samuel Montembeault. C'est la même affaire qu'on avait avec les catchers à Toronto jusqu'à tout récemment. Là. Ben, moi, tu peux en faire jouer 2, là, mais ouais, t'as raison. Imagine si on avait un gardien désigné, ça aiderait un petit peu pour ces rotations à 3-là devant le filet. Tu mets un gardien désigné puis tu lui mets en face de l'autre goaler pendant un avantage numérique, non? Lui, il fait juste les écrans. Il peut juste se mettre devant l'autre goaler pour le faire chier. Ça, c'est ma job au Hockey Dex. J'arrive en avantage numérique, il n'y a pas de ligne de tir. Moi, j'ai juste le cul devant le gardien puis j'y vois la vue pour un tir. Fait que là, t'es Brendan Gallagher, mais avec un pied de plus, dans le fond. C'est ça que t'aurais besoin? Exactement. Absolument. Et l'argent en moins. Écoutez, les gars, je sais pas si vous avez vu passer ça. J'ose imaginer que oui, mais à quel point... Un vieux truc sur cette émission-là, c'est que on aime tellement ça, chier sur les Angels, puis eux aussi, ils semblent s'aérer eux-mêmes parce que, bon, on a réussi à perdre seulement Shohei Ohtani puis à ne rien faire avec les meilleures années de certains Mike Trout. Et puis là, on cherche n'importe quoi, les gars. Tu sais, la fameuse citation, la fameuse expression, on fait juste lancer n'importe quoi au mur en espérant qu'il y a quelque chose qui colle. Ben, la nouvelle itération de ça, les gars, on bannit les cellulaires. Oui, c'est la... That's a thing? Ouais. C'était pas déjà réglé qu'on... Non? Mais c'est dans le vestiaire. C'est pas juste sur le terrain, c'est dans le vestiaire et tout. Non, je comprends, mais tu sais, c'est genre... Me semble... Je sais pas... Moi, j'aurais pensé que toutes les équipes ont comme le politique interne par rapport au cellulaire avec ça. Ben, c'est Ron Washington qui a décidé d'instaurer ça maintenant pour essayer d'amener un meilleur esprit d'équipe, je pense qu'il disait. Je pense que c'est la raison qu'il donnait. Mike Trout avait l'air d'apprécier quand il était questionné à ça. En même temps, il n'était pas pour dire qu'il trouvait que c'est une idée de marde. Là. Mais on voit peut-être que c'est ça que les Angels avaient besoin. Peut-être que ça va relancer après des années difficiles, peut-être que c'est juste de ça qu'il avait besoin. Peut-être que Mike Trout va être en santé parce qu'il n'est pas sur son téléphone pendant dans le vestiaire. C'est peut-être juste ça qu'on avait besoin. Mais gars, honnêtement, je niaise un peu, mais si ça peut aider avec l'esprit d'équipe, on s'attend à une saison difficile pour les Angels. Puis si au moins ça peut augmenter cette cohésion-là ensemble, puis de solidifier un peu le groupe pour peut-être ramener 1 ou 2 victoires de plus. Ce sera déjà ça parce que ça va être une année difficile pour les Angels. Penses-tu que Mike Trout se blesse souvent parce qu'il joue à Candy Crush sur son sel? Peut-être, Ben. Peut-être qu'il joue trop à Candy Crush. Il joue à Candy Crush sur son sel, là. Il est peut-être trop sur Candy Crush. Je pense que c'est peut-être juste ça son problème, man. C'est quoi le jeu là, avec un surfer dessus et tu te ramasses de l'argent? Là? C'est quoi Subway Surfer? C'est ça, peut-être qu'il joue à ça. C'est quoi le nom, ouais? Comment tu connais pas Subway Surfer? Pop avait 600 ans quand j'ai sorti. C'est juste le premier mot, je me souvenais plus, c'était quelque chose Surfer. Ouais, c'est Subway Surfer. Subway Surfer, peut-être qu'il joue à ça, on ne sait pas.
qui est aussi le jeu en featuring sur l'ensemble des TikTok que vous voyez, où est-ce que tu as comme quelque chose qui se passe, puis tu as une game de Subway Surfer en dessous. Là. C'est ce que vous voyez tout le temps. Lorsque c'est pas une vidéo satisfaisante de Glu, lorsque c'est pas... Ça peut être GTA, ça peut être GTA aussi. J'ai vu du GTA. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui découpent les savons en quadrillés, là. Oh my Là, God. Je suis tellement content de ne pas avoir cette Le application-là. holy grail du Gen Z trap, c'est Subway Surfer, les savons qui se découpent, puis les il GTA. parle, Hey, je suis bien sans ça, man. il parle de Subway Surfer, mais ils ignorent que pour que Subway Surfer puisse courir, Temple Run a marché. Oui, moi, Les j'ai OG, connu. Je les suis un... OG savent. Moi, je suis un bébé Temple Run. Je suis un bébé Jetpack Joyride aussi. Ça, c'est un autre paire de manches. T'as connu Flappy Bird rendu là? Non, moi, j'ai pas embarqué dans le train Flappy Bird, par exemple. Les gars, Ça. juste avant qu'on passe au perron d'église, j'ai un nombre un petit peu magique pour vous au football, OK? 700 millions de dollars. Vous dites, Mio, de quoi tu parles, 700 millions de dollars? 700 millions de dollars, c'est la valeur totale de contrat de 5 joueurs de football. Qui sont ces 5 joueurs de football? Ce sont 5 joueurs de football qui ont porté les couleurs des Tigres de LSU en 2019. Fait que Joe Joe Burrow. Burrow, Jamar Chase, Justin Jefferson. 2 joueurs de défensive. Ouais, ça, moi, je pense tout le temps comme à ces trois-là. Fuck, il y avait qui dans cette défense-là? Il y avait... Un joue avec les Steelers et un joue avec les Texans. Et celui avec les Texans. Patrick Queen, puis Derek Patrick Stingley. Queen. Et voilà. 700 millions de dollars à travers ces 5 têtes-là. Tu sais, Joe Burrow a signé ses 275 millions à lui seul. Jamar Chase, 161 cette semaine. Justin Jefferson, en soi, ça doit être un 150 facile. Laisse-moi juste le trouver. 140. Patrick Queen, 41. Et Derek Stingley, son contrat qu'il a signé, 90 millions. Garanti, parce qu'il me semble que c'est pas 120 sur 4 ans même qu'il avait fait signer, puis il est comme 3 ans garanti. Peut-être que je me mélange, mais... En fait, 89 millions est garanti. Fait que la quasi-totalité... Ok, oui, non, oui, excuse-moi. La quasi-totalité du contrat est garantie et il y a eu un 25 millions de bonus. Ouais, il y a comme 1 million qui n'est pas garanti. C'est vraiment drôle, ça, en passant. Pourquoi garantir 89 du 90? Et pourquoi l'autre million? T'étais-tu vraiment à 1 million près? C'est ça? Ah, mais c'est de même. Je pense que c'est dans Fast and Furious qui disait ça. C'est genre, c'est de même que tu deviens riche en étant cheap. C'est de même que tu restes riche. Hey, mais il y a une façon, tu sais, il y a cheap puis il n'y a pas garanti le dernier million sur 90 quand t'as garanti déjà 89, là. Come on, man! C'est de même que tu restes riche. Ah, n'importe quoi. Tant mieux pour Houston, au moins, qui a pu le signer, là, mais... Puis tant mieux aux Bengals qui ont réussi à garder tout le monde, même si Jamar Chase a signé, T. Higgins aussi qui a signé. T. Higgins, c'est un contrat un peu bizarre aussi, là, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. On l'a annoncé comme un contrat de 4 ans pour 120 millions. C'est lui le 4 ans, 120 millions que j'avais en tête. L'affaire avec ce contrat-là qui est assez particulier, c'est que c'est pas vraiment 4 ans, 120 millions. En fait, c'est toujours ça au football. Non, c'est un chiffre, c'est jamais vraiment ça, mais celui-là est vraiment particulier dans le sens où c'est réellement un contrat d'1 an dont les Bengals peuvent se sortir à tout moment. Ce qu'on a fait concrètement chez les Bengals, c'est qu'on a bonifié son salaire du franchise tag de quelques millions. Je pense que c'est 7 ou 8 millions qu'on l'a bonifié. Et à chaque année, il n'y a plus de garantie vraiment après cette année. Fait à tout moment, les Bengals peuvent se sortir de ce contrat-là. On a comme 3 années d'option à 30 millions par année pour T. Higgins en assumant qu'il joue des matchs. Fait que c'est vraiment se demander pourquoi T. Higgins a signé ça quand il aurait clairement pu avoir plus sur le marché. Mais c'est un drôle de contrat pour un des très bons receveurs de la NFL. Mais il reste avec les Bengals, une équipe où il y a du succès, puis avec Joe Burrow, Jamar Chase, ça fonctionne bien. Mais un drôle de contrat quand même pour T. Higgins. C'est pas la première fois qu'on voit ça, un contrat qui est... C'est comme Sam Darnold l'a annoncé comme un contrat de 3 ans, 120 millions, quand en réalité c'était 1 an, puis les Seahawks peuvent se sortir de ça à tout moment après. Mais celui de T. Higgins est vraiment particulier. C'est énormément d'argent qui n'est pas garanti dans son cas. Juste avant qu'on passe au perron d'église puis rester sur le 700 millions de dollars, si vous êtes les têtes dirigeantes à LSU, est-ce que vous demandez une petite redevance?
Hey, El Obregon, l'entraîneur-chef de LSU, pauvre gars, là, lui, il a pas son bag, lui, là. Non, puis il a perdu sa job, lui. Il a perdu sa job, genre, l'année d'après ou genre 2 ans après. Ouais. Genre. En même temps, être un coach de football américain, de football que les gens américains congédient, c'est la meilleure vie que tu peux faire. Tu ramasses à peu près des dizaines de millions par année pour rien faire. Ça, puis être le backup de Prime Martin Brodeur au milieu des années 2000. Ou être sauveteur aux Olympiques. C'est vrai? J'essaie juste de voir vite. Il y a qui d'autre qu'il y avait sur cette équipe-là qu'on semble oublier de temps en temps? Ben, je me souviens qu'il y avait Clyde Edwards-Helaire comme porteur de ballon. Leur Ouais. allié rapproché, c'était Thaddeus Moss, qui était le fils de Randy Moss. Ouais. Receveur, le troisième receveur, c'était Terrace Marshall, qui n'a jamais été bon dans la NFL. Puis de la défense, je vous avoue, je me souviens beaucoup moins. Il y avait Stingley puis Queen. Tyrann Mathieu était clairement parti. Félix, tu ne nommes pas de Tyrann Mathieu. Il était sur l'équipe de Odell Beckham Jr. et Jarvis. Ouais, c'est ça. Puis Jarvis Landry, c'est pas. On est dans deux générations différentes. Là, mais je pense que c'était cette attaque-là, surtout, qui était tellement dévastatrice. Là. Ah ouais, non, ça je vois. Mais Ça c'est avait qu'il y a pas du de monde sens. sur une équipe de football. Hein, ça n'a aucun sens. Anyways, mesdames et messieurs, vous savez de quelle heure? Ben oui. Pour ne pas citer une fameuse publicité d'épicerie, c'est bien l'heure du perron d'église où on vous invite à chaque semaine de venir nous écrire sur les réseaux sociaux. On a des trucs à jaser avec vous, puis on va les partager, on va débattre avec ça. La première nous provient de Carl Blanchette qui dit « Pensez-vous que si le Canadien ne signe pas un contrat à David Savard, ça sent la retraite pour lui? » Puis j'ai envie de commencer un petit peu là-dessus. Parce que David Savard, on va employer la technique classique de Stephen A. Smith de « je l'aime beaucoup, mais ». David Savard est un excellent bloqueur de rondelles en ce moment. Puis je pense que c'était un game contre les Islanders. Je pense qu'il en avait bloqué 6 ou 7. Mais à chaque fois qu'il est sur la glace avec Arbor Xhekaj, tu sais déjà que ça se retourne dans la zone défensive. Puis les présences s'éternisent. Puis malheureusement, 3/4 du temps, ça doit se finir avec Arbor Xhekaj qui la décrisse à l'autre bout de la patinoire pour un dégagement refusé. Ce qui fait en sorte que c'est pas toujours facile sur les pauvres jambes de David Savard. Puis ça, c'est pas quand Arbor Xhekaj pogne un 2 minutes. Ouais, Point ça, 5. au moins, Savard a peut-être 2 minutes pour aller respirer parce que Carrier vient jouer le désavantage numérique. Mais là, Savard, on le voit cette année, c'est vraiment plus difficile pour lui. Il commence à en arracher et tout. Fait que je pense que oui, c'est une réelle possibilité, la retraite dans son cas. Puis il n'a pas dit tel quel. Il n'a pas dit si je suis le Canadien, je prends ma retraite. Mais il a un peu dit aussi. Quand tu lui poses la question, a l'air de dire qu'il ne veut pas tout déménager sa famille pour signer un contrat d'1 an et tout. Fait que, je suis assez confiant que pour lui, ça va être le Canadien ou la retraite. J'ai aucune idée si ça va être le Canadien ou la retraite. Je ne sais pas ça va être lequel des deux. Mais parce que veut pas, oui, ça va ralentir et tout, mais a quand même encore une certaine utilité dans ce vestiaire-là, dans le sens où c'est un leader qui est extrêmement apprécié dans le vestiaire et un gars qui mange des minutes en désavantage numérique et surtout un des rares droitiers dans cette formation-là. Et c'est pour ça que on parle de Kaden Goulet qui se rapproche d'un retour. C'est facile de se dire on va sortir David Savard parce que c'est lui qui ralentit un peu tout le monde en ce moment. Puis c'est vrai, je veux dire, Lane Hutton a un début de saison un petit peu plus difficile avec lui, s'est fait tasser, puis ça s'est mis à débloquer. N'importe qui en ce moment qui joue avec David Savard est un peu pris à côté d'un trou noir à ce niveau-là, surtout pour générer des chances de marquer. Mais juste le fait que ce soit un de tes deux droitiers, tu peux pas juste avoir Alexandre Carrier comme droitier dans ta brigade. Honnêtement, c'est un peu irréaliste et veut pas, Savard joue un rôle important des avantages numériques. Fait que j'ai de la misère vraiment à voir un monde où Savard finit pas l'année dans l'alignement, même si Kaden Goulet revient. L'année prochaine, t'espères que David Reinbacher va prendre cette place-là, être le droitier dont tu as besoin. Peut-être Logan Mailloux aussi. Mais puis peut-être que tu ramènes David Savard l'année prochaine comme 7e défenseur, contrat d'1 an en disant, gars, on a des jeunes qui poussent, tu es un peu une police d'assurance. Tu vas être là parce que tu es une bonne influence dans le vestiaire, tu vas guider nos jeunes et tu vas rentrer si on a vraiment besoin. Si, mettons, le Chris Wideman special. Là. Exactement. Comme Chris Wideman, c'est le meilleur exemple. Puis Chris Wideman, c'est un peu ça. C'est un profil de joueur complètement différent de Savard, mais un gars qui était apprécié dans le vestiaire, qui avait des bons liens, puis qui était un bon vétéran aussi, même si, bon, sauf quand il est dans un Uber à Ottawa. Bref, Savard, c'est un gars, tu demandes à n'importe qui, c'est presque un deuxième mini-capitaine en défense, c'est tellement un morceau qui est important,
Puis oui, c'est plus le joueur qui était dans ses belles années. Mais comme 7e défenseur, 1 an, je pense pas que ce serait une mauvaise chose de le ramener. Je pense pas qu'il accepterait ce rôle-là de nulle part ailleurs. Puis je pense que si le Canadien ne donne pas, ça va être la retraite pour lui. Peut-être qu'il pourrait être un consultant au développement ou quelque chose comme ça pour le Canadien. Ce serait quand même un bon rôle pour lui, mais c'est comme 7e défenseur, il ne ferait pas mal à cette équipe-là. Surtout qu'on va avoir tellement de jeunes défenseurs l'an prochain. Avoir un vétéran comme lui, pour moi, ce ne serait pas une mauvaise chose. Montréal a déjà 7 défenseurs déjà en partant, déjà pour lui. Savard est déjà sur la ligne de « il joue parce qu'il y a des blessés ». On n'a pas encore rentré un Randbacker, un Enstrom ou même un Mailloux. Tu sais, Jalen Struble, probablement, c'est peut-être la plus belle histoire de cette deuxième moitié de saison à Montréal. Depuis que Kanan Goulet est blessé, a tellement pris de l'assurance aux côtés de Lane Hudson, tu peux te dire « Hey, ce gars-là est peut-être une vraie solution à long terme à Montréal ». Fait que déjà là, Savard est déjà 7e, peut-être dans la hiérarchie. Puis ce gars-là, c'est pas qu'il veut pas. Son corps est rendu au bout. Son corps est en train de lâcher en ce moment. Il fait tout ce qu'il peut avec ce qu'il a. 100%. Pour moi, c'est un Paul Byron special. Tu sais, Paul Byron, c'était exactement la même affaire à sa dernière année à Montréal. À part le fait qu'il patinait quand même pas mal mieux que Savard, là. Puis ce but contre Toronto, Game 1. Là, on jase. Mais dans le sens que ce gars-là va tellement finir dans l'organigramme du Canadien, si c'est pas l'année prochaine, dans 2 ans. Même que je pourrais te faire un petit hot taste, je serais même pas surpris que ce gars-là, d'ici 2 ans, dépendamment si, mettons, Stéphane Robida trouve peut-être une opportunité meilleure ailleurs, moi, je serais même pas surpris que d'ici 2 ans, David Savard est derrière un banc de la Ligue nationale avec Martin Saint-Louis. Ou à Laval, peut-être qu'il irait à Laval quelque part à Laval avec les. Tu sais, c'est parce qu'il y a quand même des jeunes à développer dans cette équipe-là. Puis, tu sais, je pense que je le verrais plus dans un rôle de consultant parce que, tu sais, il serait déjà avec cette équipe-là. Mais un coach à Laval, ce serait une super bonne idée aussi. Puis, peut-être qu'il va vouloir être un père de famille aussi. Puis, pas prendre une job à temps plein. Tu sais, c'est là c'est là que je voulais m'en aller parce que David Savard était de passage, c'était aux amateurs de sport avec Mario Langlois. Puis, sans dire nécessairement qu'il sous-entendait que la fin arrivait puis que ça serait nécessairement avec les Canadiens, il a beaucoup mentionné le fait que ben, ces enfants, sans dire qu'ils arrivent à l'adolescence, mais là, ils sont bien installés au primaire. Là. Ils ont leur vie. Puis la dernière chose que David semble vouloir en ce moment, c'est de changer d'équipe ou peut-être même de refaire ce même cycle de je vais être parti pour un total de comme 3 mois dans l'année, pas à la maison pour les enfants. Je pense que David Savard veut cette vie de famille-là. Ben, c'est pour ça que tu me dis consultant, puis je me dis, ça serait si le consultant en temps partiel ou quoi que ce soit, là, ce serait parfait. Un rôle à la Paul Byron un petit peu, puis peut-être, je sais pas, ça s'arrange, puis la charge de travail ou quoi que ce soit, ça s'arrange en temps et lieu, mais ce gars-là est apprécié dans le vestiaire et a une expérience puis est un mentor tellement important pour ces jeunes-là. Oui, quand Hudson s'est éloigné de Savard sur la glace, ses résultats se sont améliorés, mais personne ne va me faire croire qu'un gars comme Savard n'a pas aidé à mentorer Hudson puis ne pourrait pas aider à mentorer un David Reinbacher l'an prochain. On l'a vu cette année, Reinbacher était blessé une bonne partie de l'année et a passé une partie de son année avec la famille de Paul Byron. Juste d'avoir ces gars-là qui ont un pied à terre ici, qui peuvent mentorer ces jeunes-là, c'est quelque chose qui est super important pour. Des fois aussi des gars qui arrivent d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle aussi de l'idée peut-être d'amener Andrei Markov juste pour aider Demidov à s'acclimater ici. C'est pour ça qu'on veut des gars qui s'y connaissent avec le marché. Le Montréal, c'est un marché qui est particulier. Puis ça te prend des gars qui peuvent mentorer ces jeunes-là, les aider. Puis pour moi, David Savard, c'est un gars parfait pour ça. Peu importe la définition de tâche précise, le nom de son poste, le rôle qu'il va occuper précisément. Pour moi, c'est un gars qu'il faut que tu gardes à quelque part dans ton organisation, que ce soit comme septième défenseur, comme coach, comme consultant, name it. C'est un gars qui est important, qui a une valeur pour le Canadien, même ici sur la glace. Il y en a peut-être moins qu'il y en a des jeux. La deuxième question de Perron d'Église, cette fois-ci, qui nous provient de Oli, qui nous dit sur 32 thoughts, Elliot Friedman est catégorique. Houston et Atlanta auront des équipes d'expansion dans un avenir rapproché, ce qui ferait une ligue à 34 équipes. Et on sait que plusieurs autres villes veulent des équipes aussi. La question est, à combien d'équipes de la LNH est-ce qu'on devrait s'arrêter? 32, 34, 36 ou plus que ça?
Moi, 32, c'était le chiffre parfait. Moi, je pense qu'il aurait fallu s'arrêter à 30. Tu vois, c'est... 30, Mm. moi, je trouvais que 32, c'était parfait parce que tu peux diviser ça par 2, tu peux diviser ça par 4, par 8. Fait que, tu sais, tu avais des potentiels de... Tu peux faire 8 divisions de 4 équipes, tu peux faire 2 conférences de 16. Puis ça, c'était un peu ma théorie il y a à peu près une dizaine d'années par rapport quand on parlait des Nordiques de Québec. Moi, j'étais comme... Le dossier des Nordiques ne sera pas sur la table tant et aussi longtemps que Gary Bettman ne trouvera pas moyen de réégaliser les 2 conférences. Il manquait 2 équipes dans l'Ouest. On a ajouté Vegas et Seattle. Moi, je me dis, c'est pas avant ça qu'on va régler le dossier de Québec. Là, tu me diras, il n'y a pas plus avancé maintenant aujourd'hui et avec raison. Mais 32, c'était juste parfait. Tu sais, 50-50 de la Ligue fait les séries, l'autre 50 fait rien, n'a pas de playoff, rien. Je comprends pourquoi Houston puis Atlanta, on veut s'essayer encore une fois, mais ça va s'arrêter où là, au final? Là? Moi, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, je comprends pourquoi la Ligue veut d'autres équipes. C'est des revenus tellement énormes, puis les autres propriétaires veulent ça. C'est sûr, ça rajoute de l'argent dans la Ligue, ça rajoute des revenus et tout. Démographiquement, c'est tellement des gros marchés. Là. Atlanta, là, c'est une mine d'or. Là. Absolument. On s'est déjà pété à gueule 2 fois à Atlanta, on veut retourner une 3e fois. Fair enough. Ben ouais, pourquoi pas. Gary Bettman, il rêvait d'Atlanta puis il rêvait de l'Arizona. Pas des grands succès dans ces 2 marchés-là, mais on veut visiblement se réessayer à Atlanta. Mais l'affaire, par exemple, qui est dommage au niveau du produit, par exemple, parce que oui, l'expansion engrange des revenus. Ce qui est dommage au niveau du produit, c'est qu'on a une sacrée dilution de talent. Je veux dire, ça fait... Le bassin de joueurs augmente pas particulièrement. Tu as plus de chandails à remplir dans la LNH au grand complet. Fait que tu te ramasses à aller piger des gars qui seraient peut-être dans la Ligue américaine ou quoi que ce soit. Fait que le niveau de ton produit diminue aussi, veut pas. Fait que c'est à se demander si c'est... Je comprends pourquoi, puis ça va se faire, on va se rendre à 34, puis je te sais qu'on va se rendre à 36 peut-être d'ici une dizaine, quinzaine d'années. La chose que je me demande, par exemple, c'est à quel point le produit va en souffrir, dans le sens où il n'y a pas plein de nouveaux joueurs qui vont arriver pour nulle part. De nulle part pour remplir ces chandails-là. Le calibre va un petit peu baisser. C'est logique. Puis plus tu as d'équipes, plus tu as besoin de joueurs, fait que plus tu te ramasses bas dans le talent qui fait la ligue. Fait que c'est aussi simple que ça. Idéalement. Puis dernière interaction avec le Perron qui, cette fois-ci, nous provient de friend of the show, Mathieu Vachon, qui demande, attendez un petit peu que je le retrouve, qui demande, inspiré d'une discussion avec mon boy Pierre-Olivier Poulain, ici présent à l'émission, quelle équipe serait la plus affectée si elle perdait ce joueur? Le Canadien qui perd Nick Suzuki ou les Sénateurs d'Ottawa qui perdent Tim Stützle? Le Canadien. Est-ce qu'il y a vraiment un débat? Moi, j'ai pas une seconde. Vraiment un débat, sérieusement. Là. Si tu changes la question puis tu mets Brady Tkachuk pour les Sénateurs, j'y pense beaucoup plus sérieusement. Mais Nick Suzuki, non, il n'y a même pas de débat pour moi encore à ce moment-là. C'est ça. Puis juste, en ce moment, regarde l'état du Canadien, OK? Ton deuxième centre, c'est Alex Newhook qui est là par défaut parce que tu n'as pas mieux. Nick Suzuki, ce qu'il fait en ce moment, c'est surhumain. Depuis le retour des 4 nations, ce gars-là est parmi l'élite de la LNH. Ça n'a aucun sens. Il tire presque à lui seul, cette équipe-là, en série en ce moment. Ottawa, oui, Tim Stützle est un excellent joueur. Puis je ne compare pas les 2 gars. Là. Peut-être que Stützle est un meilleur, sinon, joueur équivalent à Nick Suzuki. Je préfère un petit peu Nick Suzuki, mais sérieusement, tu pourrais me faire un argument pour Stützle, puis je le comprendrais. Mais même si Stützle disparaît à Ottawa, tu as Dylan Cousins qui est là, tu as Shane Pinto qui est là, tu as Ridley Gregg qui est là, et autour de lui, tu as Brady Tkachuk, tu as Drake Batterson, tu as... Claude Giroux qui est encore capable de jouer au centre. C'est ça, tu as encore tous ces joueurs-là, tu as une tonne de talent, puis le Canadien est une équipe qui a beaucoup moins de profondeur en ce moment. Peut-être que dans 5 ans, tu me poses la question, Michael H est développé, on est allé chercher un deuxième centre, Ivan Demidov est un gros morceau qui peut dépanner au centre. Peut-être que dans 5 ans, ma réponse est complètement différente. Mais en ce moment, Nick Suzuki, ce qu'il fait à Montréal, c'est presque surhumain. C'est lui qui tire cette équipe-là au complet. Pour moi, c'est même pas une question que ce gars-là, en ce moment, est tellement essentiel au succès du Canadien. Stützle est extrêmement important au succès des Sénateurs, mais le Canadien serait même pas proche d'être une équipe de série si Nick Suzuki n'était pas là. C'est aussi simple que ça. Je fais juste rappeler,
Nick Suzuki n'a pas manqué un seul match depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Tu sais, on parle qu'apparemment c'est surhumain, mais on dirait qu'il fait un effort surhumain depuis le premier jour qu'il est arrivé à Montréal. Et puis tu penses le nombre de fois qu'il aurait pu s'inventer une blessure pour pas être ramassé à jouer avec Rem Pitlick et Denis Gourianov, là? Sérieux, il aurait tellement pu s'inventer une blessure pour pas se taper ces matchs-là de marde, là. Mais non, il était là, match après match, a jamais manqué un match. Même pas infecté par la COVID, rien pantoute. Depuis 2019, ce gars-là n'a jamais manqué un match dans ce qui est possiblement, avec la NFL, là, la ligue qui est la plus physiquement exigeante au monde. Ce gars-là n'a jamais manqué un seul match. Et on est passé à un Carey Price près qu'il manque peut-être quelques matchs. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, le nombre de fois aussi que Suzuki joue des minutes tellement immenses. Là, je veux dire, c'est du 20, 20 quelques minutes. C'est pas comme s'il jouait du 13, 14 minutes, qu'il jouait presque pas, ou comme Patrick Laine qui se la coule un peu douce à 5 contre 5. Puis non. Powerplay, il joue les 2 vagues de powerplay, il joue une tonne de minutes à 5 contre 5, il joue du désavantage numérique en plus. Overtime, c'est sûr qu'il est là. Tu sais, de barrage, c'est sûr qu'il va tirer aussi. Ce gars-là est tout le temps sur la glace. Tout le temps sur la glace. Ce gars-là est tellement important en ce moment. Puis il n'y a pas de deuxième centre. Il n'y a pas de deuxième centre derrière lui. C'est Alex Newhook. Mais Alex Newhook avec Cole Caulfield et Juraj Slafkovský, ces deux gars-là ne font rien. On l'a vu l'année dernière. Par contre, je serais curieux de voir le résultat. Tu sais, Alex Newhook, c'est pas Nick Suzuki, loin de là. Mais ce gars-là a tellement une vitesse que je me demande juste voir qu'est-ce que ça pourrait amener. Je suis juste curieux de l'expérience. Moi, le jour où Alex Newhook, sa tête va penser aussi vite que ses pieds, ce gars-là va être un sacré joueur. L'affaire, c'est qu'il commence à être un petit peu tard dans son développement pour ça. Je pense qu'Alex Newhook, on le voit, c'est le joueur qu'on a en ce moment. Puis, dans le meilleur des mondes, je pense qu'il peut avoir un impact à la Paul Byron pendant une couple d'années. Ça peut être un excellent élite troisième trio, peut dépanner sur un top 6. Pas aussi bon défensivement que l'était Byron, mais un peu plus offensif peut-être. Mais tu sais, c'est pas un premier centre, Alex Newhook. Même c'est pas un deuxième non plus. Là. Deux choses. Shout-out aux fans de l'Impact. Je me dis, on peut faire une référence à l'Impact de Montréal. Alex Newhook est le Dominic Oduro du Canadien. Wow! Nice. J'adore. Quelle référence, bravo. Et deuxième affaire, et je vais conclure là-dessus, moi, ça me fait drôle que Félix parle de Michael Age comme deuxième centre parce que Bro passe la dernière semaine à dire qu'on va aller chercher Michael Age pour aller chercher Matthew Beniers à Seattle. OK, non, attends. Je dis que si une équipe, si le Canadien veut vraiment un deuxième centre cette année, un gars comme Beniers, un gars, n'importe quel deuxième centre que vous pouvez vous imaginer, ça va coûter cher. Puis si je suis n'importe quelle équipe que le Canadien m'appelle pour mon deuxième centre, ou même mon premier qui veut l'utiliser comme deuxième, c'est sûr je demande Michael Age. Puis je pense que le Canadien va devoir. Je veux pas que Michael Age parte, mais je m'attends à ce que ce soit une réelle possibilité. Mais la propagande Matthew Beniers, deuxième centre à Montréal. Ça, avec n'importe quand. Ça, vous pouvez me compter là-dessus. Matty Beniers, j'aimerais tellement ça que ce soit mon deuxième centre. J'adorerais que ce soit le deuxième centre du Canadien. Si Seattle peut regarder ça et se dire drôle de production en début de contrat, un contrat de 8 ans, Shane Wright, ça va bien, peut-être qu'on essaie de se tasser ce contrat-là parce qu'on ne l'aime pas. Donnez-moi Matty Beniers n'importe quand comme deuxième centre, n'importe quand. Mm-hmm. Et mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette programmation de la Triple Menace. Juste avant qu'on se quitte, on a quand même le joueur de la semaine. La réponse pour vous. Donc, un ailier de 18 ans qui porte le numéro 2 qui joue. Hein? Mais c'est quoi ce logo? Mais ce sont les Blue Devils de l'Université Duke. Alors, cette fois-ci, on ne se retrouve pas dans le sport professionnel, mais le sport techniquement amateur. Félix, de qui parle-t-on aujourd'hui? Fallait rendre hommage au March Madness quand même, et on a pris le meilleur joueur qui joue au March Madness en ce moment, Cooper Flagg, qui va être probablement le premier choix au prochain repêchage de l'NBA, à moins d'une énorme surprise. On l'a vu avec Duke, cette année a été un joueur extrêmement dominant. Cette semaine, d'ailleurs, certains qui le comparaient à un Kawhi Leonard dans son prime, c'est ça que la comparaison que certains ont pour Cooper Flagg. Ce qui va mener Duke à un premier championnat au March Madness depuis 10 ans. On va surveiller ça dans les prochaines semaines, mais c'est un espoir extrêmement prometteur. Cooper Flagg. Se faire comparer à Kawhi Leonard, j'espère que les médecins ne sont pas en sueur présentement. On va espérer, on va lui souhaiter moins de blessures. Puis c'est pour ceux qui l'ont jamais vu jouer, le March Madness, excellente opportunité de le faire. Ce gars-là donne un bon show. Il est un petit peu blessé au genou, par exemple. La cheville, c'est la cheville, je pense. C'est déjà commencé. Il était blessé un petit peu à la cheville, donc on va voir si ça va. On va espérer que ça affecte pas trop ses performances, mais à là, ça a l'air de bien aller. Je suis pas trop inquiet pour Cooper.
Exactement. Donc, un petit rappel que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et rejoindre la page Facebook des superfans de Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission telle qu'avec le Perron d'église, notamment Instagram et TikTok, où vous aurez accès aussi à des petits clips tout au long de la semaine. Aussi, surveillez parce qu'on a un programme très spécial qui s'en vient avec les gens de Passion MLB, autant à notre antenne, sur notre programmation que sur la leur afin de célébrer le début de la saison au baseball. Donc, restez à l'affût. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace et bonne semaine. Ciao, ciao!